qui spécifie la fonction du lieu. Ouais. Mais là, je pense pas que ça soit, c'est pas, à mon avis, je ne sais pas, mais je pense pas que ça soit ce qu'elle veut dire ici. Voilà. Donc, bah non, moi je garderais l'idée de dôme, hein. Dôme. C'est le titre. Ah, c'est le titre, c'est vrai. C'est vrai que c'est le titre. Ah oui. Parce que l'usage de mots autres. Et ouais. Non, c'est pas seulement autre, c'est l'article défini aussi qui pose problème. L'autre. L'autre, donc, ça veut dire que le premier déjà est un dôme, mais on est obligé de le garder. Hein. Moi, je vois pas très bien. On peut pas essayer de trouver un sens. Parce que moi, quand je lis le français, qui est quand même ma langue maternelle, je peux pas vous expliquer plus que ça, vous voyez. De l'église rouge vers l'autre dôme rouge, voyez. Elle aurait très bien pu répéter le mot église. Hein. Très curieux. Alors, allons-y. Généralité Suède. Alors, bon, alors. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre pour généralité? Moi, je crois qu'il faut un tout petit peu étouffer. Oui, remember serait bien, oui, d'autant qu'elle met des points d'exclamation après. Oui, je sais pas, moi, je pensais à quelque chose du genre. Oui, allez-y. À trivia. Ouais, moi, je suis pas sûre que je le mettrais dans. Je suis pas sûre que je le mettrais. Oui, moi, je suis pas sûre que je le mettrais dans cette catégorie-là, parce que justement, les moustiques, c'est pas rien. Hein. Et c'est vrai que quand on voyage en été dans ces pays-là, franchement, c'est l'invasion des moustiques. Hein. Je sais pas. Pardon? C'est plus que des observations, là. C'est vraiment... parce qu'après, elle dit bâtonnet de miga, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle s'achète de ces bâtonnets qu'on doit faire brûler, etc. Voilà. Bon. Non, moi, je mettrais... Je pensais à quelque chose comme general information. Common knowledge. Ouais. Common facts, ouais. Oui, c'est pas mal cette... voilà. Oui. Common facts, Sweden. Non, c'est Suède. Là, c'est vraiment en style télégraphique. Donc, elle parle de la Suède. Hein. Là, il n'y a pas de construction grammaticale, hein, ou about, ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment ça. Voilà. Sweden, donc, moustique. Voilà. Mosquitoes, point d'exclamation. Voilà. Mosquitoes. Alors après, bâtonnet de miga. Hein, alors elle vous met entre parenthèses que miga, c'est moustique en suédois. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va les appeler, ces bâtonnets? Non, on va les appeler miga. Non, on garde miga. Hein. Miga. Ah, on est obligé de garder, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on met? Méga. J'enlève la majuscule qui s'est mise automatiquement.
Megastix, non. Megastix. Megastix. Megastix, c'est entre parenthèses, on va mettre. Alors là, il faut. Alors évidemment, à cause de l'anglais, on est obligé de mettre la parenthèse après méga. Hein. Méga. Alors oui, pardon, parce que moi, si on la met après sticks, ça veut rien dire, quoi. Donc on met méga et on va mettre. Alors mosquito. Alors égal, voilà. Equals. Voilà. Mosquito in Swedish. Et là, c'est Swedish. In Swedish. Voilà. Voilà, j'ai tout mis en italique. Voilà. Alors, on continue. Tu constituais aussi au fil du voyage une liste de critères pour une auberge de jeunesse idéale. Un décompte méticuleux de tes dépenses et un recueil. Bon, ça, c'est trois choses différentes. Donc, bah, ça, c'est pas très grave. Donc, tu y constituais aussi au fil du voyage une liste. Alors, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme mot éventuellement? You also created a list, made a list, oui. Le constituer est un petit peu compliqué en français, si je puis dire. Voilà. Made a list, oui. Created, on a dit les deux. Created a list, made a list, oui. Built up a list, je sais pas. Alors, et là, je pense qu'on va peut-être faire comme tout à l'heure, comme vous l'aviez suggéré, au fil du voyage, voilà. Non, c'est je sais pas si le long journey, oui, je préfère peut-être le wild traveling, ou voilà. During, oui. During the journey, oui, oui. During the journey. In the course of the journey, oui. In the course of the journey, voilà. Et donc on arrive you. Voilà. During the journey, the course of the journey, while traveling. Je note tout dans la mesure où c'est pas inacceptable. Après, on pourra mettre un peu d'ordre. You also created or you also made a list. Alors, des critères pour une auberge de jeunesse idéale. A list of, on dirait, hein? Oh non, ah non. Criteria, oui, criteria, parce que en fait, pour elle, c'est oui, c'est ça, une espèce de criteria, c'est vraiment le mot qui correspond à critère. Hein. Mais c'est pas, c'est possible, preferences, mais il y a le mot critère en français. Hein. Par, bien sûr. Ah oui, très précis, oui, c'est ça, oui, sûr, oui. Moi, je crois qu'on peut le garder. Hein. Alors, pour une auberge de jeunesse idéale. For, oui, vous disiez for. An ideal, oui. Youth hostel, oui. Alors. Et après, c'est autre chose.
un décompte méticuleux de tes dépenses. Oh oui, ça, je me souviens de l'avoir fait. J'ai peut-être encore des choses qui traînent. Je suis pas sûre parce que j'ai beaucoup jeté dans des déménagements. Où vraiment, c'est vrai, quand j'étais jeune, quand on est jeune et qu'on travaille avec, et qu'on voyage avec un budget serré, qu'on veut faire beaucoup de choses, donc on compte tout, on marque tout, le ticket de bus, le verre de ceci, voilà, quelques petits sous, rien du tout, oui. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que quand on retrouve des choses comme ça des années après, avec bon, le changement de situation en général, puisqu'on n'a plus les mêmes revenus, le changement de l'évolution du coût de la vie et tout ça, ça fait très étrange. Alors, oui. Donc là, on est sur un décompte méticuleux de tes dépenses. Alors oui, detail, oui, c'est ça, hein, on va pas, voilà. Detail, voilà. Detail, moi je dirais pas account. Parce que on est vraiment, là en fait, on est vraiment dans la liste encore, hein. Pardon. Ben, il n'y a pas de calculation. C'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est pas un summary non plus parce que là on y met tout, vous voyez. En fait, il faudrait un synonyme. Moi, je ne verrais guère qu'un synonyme du mot liste. Je vais regarder si mon dictionnaire me sort quelque chose. Ah oui, list, il me sort sur Tilt, Slansler, list, catalogue, inventory, register, record, a detailed record, oui, a detailed record, vous voyez, voilà, comment on s'en sort. A detailed record of your expenses, voilà. Et un récapitulatif des rivières associées aux villes traversées. Alors, oui, là pour le coup, on a le summary and summary. Alors, des rivières associées. Oui, peut-être. Ben, oui, mais alors à ce moment-là, ben, la liste, on l'a utilisée juste avant, hein, déjà, voilà. Ah. So, on peut très bien ajouter à cette même élément record, detailed record of your expenses and rivers. Ah non, ben non, parce qu'après, c'est les rivières associées, etc. Oui. Ouais, non. Et un récapitulatif, comment est-ce qu'on pourrait mettre cette idée-là sans avoir effectivement, en procédant à une transposition, quoi. Alors, made a lesson and oui, oui, remarquez un récapitulatif. En fait, il faudrait peut-être un synonyme de drop down, de j'ai presque envie, mais là, ça va répéter le mot. Vous voyez, au sens de shortlist, vous voyez.
Est-ce qu'on a dans Shortlist? Est-ce que j'ai des... Vous voyez? Non. Ou Selection? Non, c'est pas ça le récapitulatif d'ailleurs. Le récapitulatif, c'est vraiment en fait la liste quoi aussi. Hein. Bon, on va rechercher a list of criteria, a detailed record of your expenses, and je crois que oui, il faut mettre the names of rivers parce qu'on va pas s'en sortir. Hein. Oui. On pourrait dire a recap of the rivers. Parce que recap, Après, c'est oui. Ah oui, ouais, pourquoi pas, oui. Ouais, mais c'est parce qu'on regarde le. Ouais. Et on va encore avoir of, etc. On va essayer avec name déjà, puisque vous êtes proposé, on va voir comment ça fonctionne, et puis après on va se mettre les plusieurs options qu'on fait. Alors, des rivières associées aux villes traversées, parce que cette fin là qui est un peu lourde, ça va nous faire une phrase après de bizarre. Alors, qu'est-ce que vous proposiez, vous? Alors, and the names, il faut là, the names of rivers. Flowing through cities traveled. Ouais, running through. Oui, ça fait beaucoup, hein, je trouve, pour quelque chose qui est... Ouais. Ouais. Visited cities, ou tout simplement... ce qui m'intéresse, c'est de l'économie. Names of the rivers flowing through the cities traveled. Ben, c'est l'histoire de flowing through que je trouve... voilà, c'est ça. Mais... Rivers of the cities. ouais, mais après, on va la deux fois of, rivers of, vous voyez. Name of Rivers the names of. Huh. The names of the rivers flowing through the cities you traveled. Et c'est ce qu'on a mis, plus ou moins, the names of the rivers flowing through. Oui, ou simplement visited cities. en anglais, comme alors il a dit, rivers means not names of the rivers. En anglais, on a Oui, mais c'est pour ça que si on commence à rajouter rapide, récapitulatif avant ça, ça va nous l'alourdir un peu plus ce segment de phrase. Hein, parce qu'avant, on n'est pas trop mal sorti. A list of criteria for an ideal youth hostel, a detailed record of your expenses, and the names of the rivers flowing through visited cities. Oui. C'est peut-être moi qui me pose des questions pour pas grand-chose. Hein. Que moi je trouve pas mieux. Si vous avez quelque chose de mieux, bon, après on verra. Quelquefois il y a des choses qui arrivent comme ça. Alors allons-y. Bon là on fait les bon là mais on va pas le recopier puisque on a la liste des mots
Donc, qu'est-ce qu'on avait dit pour aujourd'hui, on fait cette page 15. Hein. Donc, il faudra qu'on la fasse tout à l'heure impérativement. Voilà. Donc là, on suspend. Voilà. Pour rattraper. Mais tout à l'heure, là, il faut qu'on les finisse. Ça vous rendez compte le temps qu'on a passé déjà ça? Bon. Alors, revenons à nos moutons. Alors, nos moutons, nous en étions. Ah, bon, là, on va passer assez rapidement. On en était toujours à ce premier texte qu'on avait lu, bon, l'équivalence. Bon, ça, l'équivalence, on a déjà vu de quoi il s'agissait, on a eu l'occasion d'en parler. Vous avez eu des exemples à côté, c'est-à-dire qu'évidemment, l'équivalence, c'est quand dans une langue, on a quelque chose qui... Non, je pense au texte que vous aviez à lire, voilà. Donc, là-dessus, vous n'avez pas de questions à poser. On vous donne aussi comme exemple des exemples d'équivalence pour des proverbes, ce qui se fait généralement, bien que justement Antoine Berman ait, dans un de ses écrits, expliqué que traduire le proverbe peut être extrêmement productif. Parce que c'est vrai qu'un proverbe est éminemment métaphorique. Voilà. Et un chien dans un jeu de quilles, en plus, bon, je m'imagine en train de traduire un taureau dans un magasin de porcelaine. Il n'y a pas, vous voyez, vraiment besoin d'équivalent pour comprendre ce que ça a comme sens. Voilà. Et par contre, au niveau si vous voulez, de la référence, notamment culturelle, etc., ça peut avoir, ça peut avoir un intérêt. Ça peut présenter un intérêt. Alors, bon, l'adaptation. Donc là, c'est la dernière. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser sur l'adaptation? Non, bah, l'adaptation, c'est vraiment quand on transforme. Et souvent, l'adaptation a, si vous voulez, souvent fonction d'explicitation. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on a la traduction de ce film, là, 3 hommes et un couffin, l'adaptation du titre, bon, après les 4 traductions de titre, c'est quand même un petit peu autre chose, mais bon, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, l'idée de... Là, on a changé, vous voyez, on a adapté en procédant à une modulation. Pourquoi l'introduction du mot baby nomme véritablement la chose, quoi. C'est l'histoire de ces 3 hommes qui se retrouvent avec un bébé sur le bras. Donc, on voit bien que là, cette adaptation explicite nettement, et comme ça, on sait à quoi on va s'en tenir dans le film. Voilà. L'adaptation est, disons qu'en général, là, bon, il y a des exemples de titres de films, dans un texte littéraire, est quand même souvent, on va dire, va correspondre à un non-respect stylistique de l'original. Mais, par contre, il va y avoir des types de textes littéraires où on va très souvent parler d'adaptation, parce qu'on va pas utiliser le mot traduit, on va utiliser le mot adapté. Et c'est très souvent le cas de ce qui est pour le théâtre. Pour des raisons eh bien, sémiotiques, hein, justement, parce que il faut que... D'abord, bon, les gens qui font de la traduction théâtrale travaillent toujours à un moment donné avec le metteur en scène et les acteurs. Et les acteurs, c'est eux qui montrent
au traducteur qu'il y a des choses qui passent pas. Il y a des formules, quelquefois, à chaque fois, ça bloque, vous voyez, ça, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'adapter, d'adapter au niveau des sons, de la fluidité de certaines phrases. Il y a des choses, voilà, sont difficiles. Les textes de théâtre, donc vous remarquerez très souvent sur les formes imprimées des textes de théâtre adaptés. D'ailleurs, on dit toujours adapté. Alors, quelquefois, bien sûr, il y a adapté pour la scène, mais ça, c'est autre chose. Parce qu'on va transformer, par exemple, un roman ou une nouvelle en dialogue, quoi, et en action. Et puis, pour le cinéma aussi. L'adaptation. Alors là, c'est parce que les critères du sous-titrage, du doublage, obéissent à des contraintes. Alors, bon, on va pas parler de ça, de toute façon, parce que c'est pas l'objet, mais juste pour vous donner quelques mots, les contraintes du sous-titrage, c'est qu'il y a un nombre d'espaces donnés. Donc, pour chaque image, vous voyez, donc vous avez les images, la durée voilà, où on voit par exemple un homme en train de serrer la main d'un autre homme, ils se disent quelque chose, et selon le type de film, ça va durer quelques fractions de secondes, ou ça va durer 10 secondes, ou 30 secondes, et de ce fait, la part qui va être laissée à l'échange que les hommes vont avoir va être réduite. Et quand on parle, on peut dire davantage de choses que quand on le lit. Hein. Surtout qu'on parle, donc, si vous voulez, il y a une norme. Hein, ça correspond à un nombre de signes qui vont être des lettres, des blancs, des apostrophes, etc., des points d'interrogation, etc. Et souvent, on a une espèce un peu de simplification pour que voilà, le lecteur ait le temps de tout lire. Voilà. Et ça, c'est pour le doublage. Donc, vous voyez, il y a ce type de contraintes. Donc, on adapte nécessairement. Et puis, il y a, pour le sous-titrage, il y a le mouvement des lèvres. Alors, qui peut n'avoir aucun effet, parce que si on a un plan large, vous voyez que les personnages parlent là-bas au fond, on peut leur faire dire ce qu'on veut, hein, puisqu'on ne voit pas leur... Mais si on a un gros plan et voire un très gros plan, voire des très gros plans où on va voir même qu'une partie du visage, là, on est obligé de travailler avec la contrainte du mouvement des lèvres, qui varie beaucoup d'une langue à l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, là aussi, on parle d'adaptation. Et on fait de l'adaptation. Voilà. Voilà. Bon, après, application de cette méthode, etc. Donc ça, on a vu, c'est bon. Il y a les feuilles d'exercice que nous allons corriger rapidement. Et puis, il y aura l'autre article si on a le temps. Sinon, on le reporte à la prochaine fois. Mais il faut quand même qu'on ait le temps de les lire, ces articles. Hein, parce qu'ils sont intéressants. Alors, allons-y sur les modulations, voilà. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc, alors, oh là là, je suis en train de perdre. Donc, alors, première phrase, ah, c'est ça. Donc, vous, you're making, ah, vous n'avez pas fait ça. You're making a mountain of a molehill. Alors, bon, bah là, c'est parce que là, c'est vraiment, bon, là, on est vraiment dans le principe de une espèce de proverbe, ça aussi, hein. You're making a mountain of a molehill. Alors, c'est quoi? J'aurais dit, vous exagérez. Oui, mais enfin, l'idée, il faut essayer de garder une expression imagée. En français, vous connaissez pas l'expression en français? D'Aria. Tu fais une montagne d'Aria. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui change là? Oui, c'est ça. C'est rien et molehill. Voilà. Hein? Donc, on a
des métaphores qui relèvent du même domaine, mais qui sont différentes. Alors, parce que là, c'est vraiment, on a la grosse montagne et la petite montagne, quoi. Voilà. Mais- Est-ce qu'on pourrait dire aussi on faire des tonnes de quelque chose? Oui, ça pourrait se dire. Ça, on l'emploierait peut-être pas tout à fait dans les mêmes circonstances, oui. Oui. En faire des tonnes, oui. Alors, le suivant, c'est la phrase Avoir du pain sur la oui, avoir du pain sur la planche. Alors, Have your hands full. non, Have your hands full. ouais. L'expression qui... To have your fingers in too many pies. Oui, c'est un peu ça. Et mais il y a une expression en fait qui m'intéressait dans l'âge, c'est have a lot on one's hands. Have a lot on one's hands. Et donc là, on a véritablement have a lot on one's hands. Et on a vraiment un décalage métaphorique là, plus ou moins marqué. Et on a véritablement une métaphore cliché en français. Hein. Avoir du pain sur la planche, voilà. Alors, prospect, ça c'est ça, celle d'après. We're not necessarily brighter. Ça vous dit quelque chose, ça? Les lendemains ne chantaient pas. Les lendemains ne chantaient pas. Bon, si on a de chanter, on peut l'avoir au présent, hein, là c'est au passé, mais ça peut être au présent ou au futur, ou le temps n'a pas d'importance. Et là aussi, on a le même cas que précédemment, on a un décalage métaphorique qui est plus ou moins marqué, avec justement une métaphore cliché en français. Hein. Les lendemains chantent. Alors d'ailleurs, là en fait, c'est intéressant parce qu'on a implicitement, on va dire implicitement, une figure de style qu'on appellera l'hypallage. Enfin, l'hypallage, même pas, parce qu'en principe, ça s'applique aux adjectifs, mais parce que chanter, c'est pas les gens qui chantent, mais ce sont les personnes, quoi, donc ça s'appliquerait à quelqu'un d'autre. Mais enfin, bref, ça c'est du. Alors là, suivante, c'est it. Voilà. It messed up everything. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire ça, oui. Ça pourrait dire ça. Et que là, on est dans une forme d'équivalence, en quelque sorte, quoi. Voilà. Mais là, ouais, ça a tout fichu par terre. Ça a tout fichu par terre. Mais bon, aussi ça, voilà. Hein, ça, voilà. Donc, on a vraiment là une inversion d'image, quoi. Parce qu'on a, mais au sens purement grammatical, puisqu'on a le mess up et fichu par terre, vous voyez. Donc là, on a vraiment une inversion des éléments. Alors, après, c'est de fil en aiguille. One thing leading to another. Donc là, de fil en aiguille, on a une métaphore en français. Et en anglais, il y a absence de métaphore. Alors, en 6, c'est le... He said, voilà. He said his life had been threatened.
Là, on est vraiment comme l'histoire de health insurance, c'est l'assurance maladie, on a vraiment l'inversion de point de vue. Il a dit, ou il disait, enfin là sur le temps, ça n'a pas d'importance, avoir reçu des menaces de mort. Donc on a le changement de point de vue, là l'inversion du point de vue, puisqu'on a mort en français et life en anglais. Il disait avoir reçu des menaces de mort. Alors, oui, celui d'après, c'est... Mort et bien mort. Ouais. Alors, est-ce que vous savez à quoi ça correspond, ça? Oui, j'ai Dead and gone. c'est comparé à doornail. Voilà, c'est ça, doornail. Voilà. Dead as a doornail. Voilà. Dead as a doornail. Alors là, si vous voulez, on a en français, on n'a pas de métaphore, hein, vraiment, on a mort et bien mort. On a une espèce de ce qu'on appelle un parallélisme. On a un parallélisme grammatical, puisqu'on a mort et prosodique, quoi, avec un renforcement par le bien. Alors qu'en anglais, on a une formule métaphorique. Have a cup of tea. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on dit ça en français? Café ou quoi? Café. Non, non, je veux la phrase complète. Have a cup of tea. Voilà, vous allez chez quelqu'un, hein, qui va d'ailleurs vous dire aussi, voilà, ça va être aussi have a cup of tea. Et alors, c'est quoi la différence là? Vous voulez du thé? Oui, elle est grammaticale. Ouais. En anglais, on a l'impératif, on a donc une injonction. Et en français, on a une interrogation, une question. Voilà. Oui, voulez-vous, veux-tu, enfin après là, c'est autre chose. Hein, mais voilà, exactement. C'est au niveau grammatical que ça se situe. Ouais. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on traduit. Qu'il faut avoir tout ça quelque part rangé dans la tête et puis ça sorte là quand on en a besoin. Ouais. Alors, la phrase d'après. Après les autres, voilà. Oui. Non, en fait, si vous voulez pas, non, là, c'est vraiment une phrase normale. Il n'y a pas de, il y a rien de métaphorique. Hein, c'est simplement, je sais pas, on peut imaginer quelqu'un a perdu quelque chose ou il y a des choses là, et il appela les gares les unes après les autres pour vérifier si personne n'avait déposé le portefeuille qu'il avait perdu, il ne savait pas où, par exemple, enfin je sais pas, j'imagine, hein, voilà. Et justement, alors dans la phrase anglaise, on ne dirait pas "He rang up the various stations along the line." Oui. Donc là, on est, comme je vous l'ai dit, on a déjà, quand je l'ai expliqué, d'un côté on est dans le temporel, et de l'autre côté, on est dans le spatial, dans l'espace. Along the line, et en français, c'est un après. Donc, c'est le temps, vous voyez. On mesure en temps, on accumule, voilà. Et en anglais, on mesure en espace. He rang up. Vous voulez la phrase? C'est He rang up the various stations
along the line. Je vous en prie. Et la dernière, fin de cette liste, oui, is not done much work for the stage. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'expérience ou il a peu travaillé du théâtre. Et c'est là qu'on a la différence entre stage et théâtre. On a la partie pour le tout. Parce que le théâtre, bon, dans ce sens-là, hein, c'est le lieu, c'est tout, hein, où il y a les sièges, la scène, les éclairs, il y a tout. Le bâtiment, il y a tout. Alors qu'en anglais, the stage, c'est simplement l'endroit où se tiennent les acteurs. Donc on a véritablement la partie pour le tout. Non, c'est le français hein, que je vous donne. Il a peu travaillé pour le théâtre. Oui, c'est ça, c'est la synecdoque. Synecdoque, oui. En fait, c'est le même mot, c'est un mot grec, hein, tout ça. Oui, synecdoche. Ça s'écrit pas pareil à la fin, puisqu'en anglais c'est CHE, et en français c'est QUE. Voilà. Voilà. Synecdoche. Oui, c'est ça, exactement. Alors, donc allons-y, là on est, la question, le travail c'est modulation impliquée par la traduction d'expressions de niveau de langue familier. Alors, comment est-ce que vous allez traduire ça? Make both ends meet. Joindre les deux bouts, oui. Joindre les deux bouts. Joindre, Joindre, les deux bouts. Ben, ça s'utilise en général, ben, c'est quand tout à l'heure elle faisait les comptes pour son voyage, vous voyez, c'est ça. C'est que en général quand on a des phrases, c'est toujours à peu près sous la même forme, ça paraît, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est-à-dire que ils ont, à la fin du mois, il n'y a pas assez d'argent pour finir le mois et pour que tout soit, voilà, en équilibre, on va dire. Alors, la suivante, c'est... After her, his eyes in death. Voilà. On déteste beaucoup. Oui. Mais en anglais aussi, on dirait plutôt up to the neck in death. Yes, you don't say eyes or... Oui, mais c'est parce que c'est des... En fait, il y a eu des contaminations qui se sont faites, qui se sont... d'une langue à l'autre, il y a des choses qui se disent en français maintenant qui ne se disaient pas il y a 50 ans. Vous voyez? Ouais. Alors, la troisième phrase, c'est Ce qu'il a dit hier, mamie l'a puce à l'oreille. Oui, c'est ça. Oui, ça peut être ce que vous dites, alert me, set me thinking. Voilà. What he said yesterday set me thinking. Et vous constatez que, bon, l'anglais n'a pas de... Il n'y a pas de figure du tout, là. Il n'y a pas de métaphore. Alors que le français, la puce à l'oreille, donc... vous imaginez, donc oui, ça vous démange, quoi. Le suivant, he chickened out at the last minute. Oui, c'est se dégonfler, c'est ça. Il s'est dégonflé au dernier moment. Donc là, vous voyez, là, on est dans des cas de, voilà, d'images totalement différentes. Le point de vue est complètement différent.
je sais pas du tout d'où vient cette histoire de chicken et chicken out, je sais pas. Est-ce qu'on a tendance à penser que les... Nous, je sais pas, on n'a pas d'idée sur le comportement des poules et des poulets. Ah si, on l'a pour... oui, vous avez... En fait, c'est moi qui me trompe. Si, puisqu'on l'utilise dans être une poule mouillée. Une poule mouillée. Être une poule mouillée, c'est justement être quelqu'un qui a peur, quoi, qui fait pas de... qui va pas prendre de risques. Voilà. Oh, t'es une poule mouillée. Quelle poule mouillée? Ah non, je veux pas y aller. Je veux pas... Quelle poule mouillée? Voilà. Non, je veux pas le faire. Poule mouillée. Donc si, alors, il y a cette image négative de la poule ou du poulet dans le français. Mais là, c'est vraiment se dégonfler, voilà. En français, c'est se dégonfler. Voilà. Et d'ailleurs... ça, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois cette tournure-là, de penser à cette chose qui m'avait terriblement choqué il y a bien longtemps. C'était dans La Fureur de vivre avec James Dean. Donc, bon, j'ai pas vu quand le film est sorti, mais je l'ai vu après, je l'ai vu plusieurs fois. Et à un moment donné, ces jeunes, ça se passe aux États-Unis dans les années 50, et puis James Dean, il a dû se tuer dans les années 60, par là. Et ils font une course, genre de truc idiot, quoi, de jeunes, d'adolescents. Ils conduisent des voitures, vous voyez, il y a un précipice comme ça, voilà. Et donc ils font la course, voilà. Ils font la course, hein, et c'est celui qui va jusqu'au plus près du précipice qui gagne. Et donc il saute, hein, de la voiture. Alors évidemment, après la voiture tombe dans le précipice, et voilà, et il saute, voilà. Et bon, alors c'est une scène célébrissime, si vous voulez, de La Fureur de vivre. Et dans la traduction, alors donc il y a tous les jeunes qui sont là, chicken, allez, chicken. Et ça a été traduit par la course à la cocotte. Je vous garantis, tu fais la course à la cocotte. Quand j'ai vu ça, je me suis quand même d'abord posé des questions. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, tiens, ils appelleraient donc ça là. Bah oui, moi je connaissais pas ce genre de jeu, idiot d'ailleurs. Mais non, la course à la cocotte, voilà. Donc parce que la personne qui donc faisait le sous-titrage à l'époque avait pas compris que chicken, ça voulait justement dire poule mouillée, quoi. Ici, dégonflé. Voilà. Et ça, j'avoue qu'elle n'est pas mauvaise, celle-là. Alors, la phrase suivante. Alors. Pardon? Ah oui, d'accord, oui. Alors, ensuite, oui, j'avais déjà... Pardon? Oui. Forget it, ouais. Ouais. Oui. Donc, en fait, ce qu'on voit bien, là, pour le coup, on a quelque chose de métaphorique en français, puisqu'on laisse tomber, hein, voilà. Et après, sinon, forget it, never mind, voilà. Mais là, par exemple, dans les deux cas, on est bien dans le... Comme... contrairement à tout à l'heure pour l'histoire du thé, on est dans l'injonction dans les deux langues, hein. On est dans l'impératif, mais l'image n'est pas la même. Bon, alors là c'est bien, on a quand même bien avancé. Alors, donc ce que je vous avais donné à lire, hein, de toute façon là on a encore un petit peu de temps avant la pause, c'était le texte sur le cliché. Voilà. Qui est enfin un article paru dans l'Art du palimpseste, que j'ai dirigé jusqu'en 2014, voilà. C'est bien que je dirige encore, je suis bête. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis toujours la directrice de cette revue, c'est toujours ma revue.
Alors, donc je vous avais donné ce texte sur le cliché à lire pour aujourd'hui parce que le cliché, on en a un petit peu parlé au niveau des modulations. Voilà. Pardon? Non, vous avez dit quelque chose. Bon, alors, je vous écoute. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, et ici, William Desmond, en fait, c'est pas un chercheur en traductologie, mais il est traducteur, et là, il nous explique un petit peu ce que il entend par cliché et ce qu'il en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème? Est-ce qu'il y a des remarques que vous voudriez qu'on discute? Voilà. Ici, on essaie de trouver des équivalents, c'est ça? Oui. Aux modulations. Ah oui. Oui, mais par rapport, oui, à ce que dit William Desmond sur le contenu de l'article, voyez-vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qu'on discute? Voilà. Parce que, bon, je vois par exemple à la page 57, bon, ce qui est toujours bien dans les articles, comme ça, c'est voir où les questions se posent. Et là, il soulève une question intéressante pour un traducteur. Hein, donc, le deuxième paragraphe, là, mais quand on est simplement traducteur, peut-on introduire un cliché là où il n'y en a pas dans le texte de départ? Hein? Et ça, c'est exactement, hein, on est là ensemble et régulièrement, je vous ai entendu depuis là 3 jours me dire, mais est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'on pourrait dire ça ou, vous voyez, bon, alors déjà, se pose toujours, attendez, je termine et je vous laisse parler parce que c'est après tout à vous de parler. Juste pour vous dire, c'est que quand vous me posez une question comme ça, elle est très embarrassante parce qu'il n'y a pas de loi qui dicte ou qui interdise. Hein. Donc quand vous me demandez est-ce qu'on peut, je ne peux pas répondre justement. Oui, on peut toujours, ou peut-être peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Ah, oui, vous vouliez dire quelque chose. Je voulais juste demander comment on définit un cliché. Un cliché, oui. Un cliché dans la traduction. Ce que j'ai compris, c'est en fait en discutant, l'auteur il a discuté plusieurs exemples où ce que j'ai compris, c'est que oui, une expression, si on le traduit telle qu'elle, par la même image, est-ce que c'est la reproduction d'un cliché dans une autre langue? Ah, alors, non, parce que le cliché, c'est véritablement... c'est la métaphore figée. Bien sûr, on ne s'est pas beaucoup posé de questions sur les métaphores. C'est-à-dire qu'une métaphore est entrée, si vous voulez, dans la langue et c'est devenu un cliché. Bon, et ça, si vous voulez, c'est devenu, et c'est d'ailleurs enfin, ce qui renvoie, si vous voulez, au départ, hein, sur la première page, il parle de lieu commun. Et il donne des définitions de dictionnaire ou des banalités, poncifs, redites, stéréotypes. Là, pour le coup, ce sont des synonymes de cliché. Le cliché, c'est vraiment l'image toute faite, hein, qui est et qui quelque part a perdu sa dimension métaphorique. Et les clichés, on les entend quasiment plus comme des métaphores. C'est devenu tellement ordinaire qu'on ne les entend plus comme des métaphores. Voilà. Hein, justement, ce que j'utilisais tout à l'heure, là, quand on dit que quelqu'un c'est un dégonflé, c'est une poule mouillée,
vous voyez, quand j'entends le mot poule mouillée, je ne vois pas l'animal tout plein d'eau. Donc la métaphore a été vidée de sa substance. Et là, pour le coup, c'est plus l'image qui prévaut, mais le sens qu'on a donné à cette image-là. L'image, quelque part, disparaît. Voilà. Et donc, c'est pour ça on en arrive à cette question, qui est quand même une question intéressante si vous vous intéressez à la traduction et que vous avez envie de la pratiquer. Est-ce qu'on peut introduire un cliché? Il n'y a pas de cliché. Est-ce qu'on peut en introduire un? Et là, il lui répond oui, à condition, voilà, de se poser la question de la légitimité. C'est-à-dire que, alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Enfin, tout ça vous parler. Si ça justifie le contexte ou ça reproduit l'image introduite dans la langue source, oui, dans cette condition, oui. Oui. Alors, oui, c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Mais il peut y avoir d'autres légitimations. Voyez, ça peut être déjà une question d'économie syntaxique. Voyez. Je sais pas. J'imagine l'histoire de la poule mouillée. C'est une poule mouillée. Hein, qui va vous économiser toute une phrase où vous diriez oui, c'est quelqu'un qui, quand ceci a peur, recule, ne fait. Vous voyez, ouais, bon. Alors que le texte original est très réduit. Vous voyez, il peut y avoir des raisons syntaxiques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre raison? Une raison très importante. Regardez la page d'exercice que je vous ai donnée et regardez le titre des derniers exercices que je vous ai fait faire. Registre de langue. Voilà, le niveau de langue familier ou le registre, etc. Si le registre étant différent du niveau, voilà, il faut que ce cliché puisse aussi entrer dans le texte. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de décalage de niveau de langue ou de registre, hein, parce que le registre, après, va aussi faire référence, notamment peut faire référence à des technolectes, à ce qu'on appelle les lectes. Hein. Le lecte, oui, c'est un mot barbare, mais il ne l'est pas. Lecte, si vous voulez, c'est le suffixe qu'on va avoir après, donc, technolecte, c'est-à-dire une langue technique. Enfin, il y en a plein de basilectes, qui est la langue, une langue basse, si vous voulez, dans des régions du monde où on a différents types, et je pense notamment quand on est dans des régions créolophones, où on va avoir, si vous voulez, une espèce d'anglais qui va être extrêmement de très très normé, de très belle qualité, et on va avoir un basilecte qui va être une forme très créolisée de la langue et quasiment impossible à comprendre. Il va y avoir le dialecte, hein, voilà, aussi, vous voyez. Donc il y a tout ce qu'on appelle les lectes, hein, il y en a, voilà. Hein, voilà. Et il va y avoir, en littérature aussi, on va parler quelquefois d'idiolecte. Hein. Alors c'est pas la langue d'un idiot, mais l'idiolecte, c'est la langue qui représente qui va être le représentatif d'une personne. Alors, vous savez, on fait toujours des caricatures c'est ce que font les humoristes, d'hommes politiques ou de vedettes, parce qu'on a chacun nos façons de parler. Moi, je crois que j'ai quelque chose, parce que les gens qui ne sont pas francophones finissent souvent par me poser la question, mais ça veut dire quoi, voilà? Parce que je crois que je dis assez souvent voilà. 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 Donc on a chacun, j'imagine, si un humoriste essayait de m'imiter,
Et il sortirait ce genre de petites manies, voilà, qui représentent une manière de parler. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ça que dans ce genre de situation, on se pose des questions. Le cliché, pourquoi pas, mais il y a des contraintes. Et les contraintes ne sont pas imposées par une législation, elles sont imposées par vous-même. Vous-même qui vous posez la question de la nature du texte, donc le registre dans lequel il s'inscrit, etc. Voilà. Hein. Donc là, c'était un endroit où je voulais vous... Philippe, Alors, on pourrait avoir des contraintes culturelles aussi. bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Et notamment des contraintes culturelles, notamment de l'ordre de l'interdit, si je puis dire. Des choses qui ne seraient pas possibles d'introduire parce que ça deviendrait choquant. Oui, oui. Surtout, en fait, en ce qui concerne les publicités traduites vers le monde arabophone, Oui. il y a beaucoup de... En fait, le choix varie. Il ne faut pas être trop en fait, ouvert, Libre, ah oui. libre à propos des parties du corps de femme ou quelque chose. Oui. Mais même l'anglais, bon, maintenant les choses ont évolué, mais jusqu'à pas très longtemps, en Angleterre, de là à là, le corps, c'était vraiment tummy, stomach. On parle de stomach. Et le stomach est un mot très difficile à traduire. Parce que si quelqu'un a mal à stomach, stomach ache, nous on va prendre bon, stomach ache, bon, on va directement, vous voyez, traduction directe, etc. On va penser aux brûlures d'estomac. Oh là là, il a mangé trop pimenté, donc il a des brûlures d'estomac. Alors que c'est peut-être pas du tout ça. Hein. C'est peut-être une douleur qui se situe à... Ça, c'est une grosse différence qu'il y avait entre le français et l'anglais. Où le français va vous donner tous les organes que vous pouvez avoir dans le ventre sans problème, alors que l'anglais, très discret, va avoir une espèce de terme général. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, alors après, oui, il y a bien entendu ce type de questions. Est-ce que vous auriez d'autres choses ? Que vous auriez vu dans ce texte qui serait intéressant à noter. Il y a, là, quand on arrive à la page 59, les questions justement de vie, de survie, de mort des expressions. D'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, inconsciemment, sur l'histoire des yeux, des coups, du cou, etc. Il y a des expressions qui disparaissent. Il y a des phénomènes de mode. Et là, il faut toujours bien, même si le texte n'est pas très très ancien, parce que lui donne des exemples du 19e siècle, mais même en langue contemporaine, il y a des choses qui se disent aujourd'hui, mais qui se ne disaient pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Il y a des choses qui se disent dans certains milieux et pas dans d'autres. Donc là, on relève véritablement la presque aussi du phénomène de mode. Et là, si vous choisissez un terme qui était utilisé il y a 20 ans pour un texte contemporain, il va y avoir un décalage, et inversement. Voyez ? Donc, il y a des clichés. Bon, c'est vrai pour les clichés, mais là, c'est surtout très très vrai pour les clichés. Parce que le cliché est très souvent quelque chose de marqué dans le temps. Donc ça, c'est un point important. Alors ensuite,
sur cette même page, il y a une chose importante, je trouve, c'est que il donne des exemples de léger glissement, c'est-à-dire une sorte d'adaptation du cliché à la situation, hein, en donnant des exemples. Ça, c'est très intéressant, hein, puisqu'ils disent se partager le gâteau, si on remplace par tarte, voilà, ça pose pas de problème, etc. L'histoire de porter plusieurs casquettes, et il dit on peut éventuellement remplacer par poser plusieurs chapeaux, car dans le texte, voilà, c'est là, l'auteur dit que l'un d'eux est un chapeau de cow-boy, voilà, hein, bon, ça serait grotesque effectivement de mettre casquette de cow-boy. Donc, vous voyez, il y a à la fois le cliché, mais aussi la place du cliché par rapport, alors, à la fois au contexte, ce qui nous renvoie à la période d'écriture du texte et notamment bien de ce que font les personnages à ce moment-là, ce qu'ils peuvent faire techniquement parlant. Hein. On parlait d'Internet, des cybercafés tout à l'heure, hein, vous avez souligné que c'était 2005. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, attention, c'est pas 2018, c'est 2005. Et dans certains domaines, ça compte beaucoup. Hein. Et aussi, donc ça c'est le contexte général, mais aussi ce qu'on appelle le co-texte, hein, CO, un trait d'union texte. C'est-à-dire ce qui se trouve immédiatement avant, yes. Immédiatement avant et après. Voilà. Bon, on va y aller là, tout de suite. Bon, bon bah, on verra quand même si vous avez quelques questions tout à l'heure, après qu'on boucle une bonne fois pour toutes cet article, que je trouve quand même très intéressant sur l'utilisation des clichés ou non, hein, pour bon, savoir si... Je sais que quelquefois on a tendance à penser que les clichés, et même moi souvent, à penser que utiliser des clichés c'est une mauvaise chose, mais c'est bien aussi de lire des textes de personnes qui vous disent non, vous pouvez aussi utiliser des clichés, mais dans certaines circonstances. Allez, on fait notre pause, on reparle un peu des clichés après et ensuite. Voilà. Comme ça, on va arriver à retrouver un peu. Alors, je vois, elle est comme elle peut dire. D'accord. Oui, parce que là, on va pas prendre un. What is melon? A melon? The yellow one. We want to see pastel. Yeah.